Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris face à Tchernic qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne, nouvel épisode après enfin une victoire du FC Lorient à l'extérieur. Ça fait environ 10 ans je pense, le ressenti c'est ça, 10 ans qu'on attendait une victoire à l'extérieur. Et le FC allait s'imposer à Dunkerque, alors celle-là on s'y attendait pas, dans un match qu'il a globalement dominé. 1-0 après une belle élimination en Coupe de France aussi au passage, tout n'est pas rose dans la semaine du FC Lorient. On aura l'occasion d'en parler avec l'équipe de la Taverne, en commençant par Raph. Salut Raph. Salut à tout le monde. T'étais à Dunkerque, Non, t'étais pas à Dunkerque. Ah non, j'ai pas fait le déplacement, là. Non. J'ai limité là cette fois-ci. J'ai déjà fait Laval. Ouais, petit chat noir du coup là. Ouais, peut-être. Le retour, peut-être. Ouais, non, ça va. J'ai des bonnes stats. Lucas, faudra parler de tes stats. Genre Lucas est également présent. Salut Lucas. Salut les gars. Ça va? T'étais pas à Dunkerque non plus? Ouais, très bien. Non, j'étais pas à Dunkerque. J'ai suivi ça de plus ou moins. J'ai suivi ça de près quand même. Après la déroute, il y avait des choses à dire. Alors, on parlera du match de Dunkerque. Pour une fois, on va en parler à la fin du podcast, parce qu'aujourd'hui, alors, vous le savez, on est en pleine période de mercato. Alors, il se passe absolument rien du côté du FC Lorient. Mais on sait que ça commence à frémir. Il va se passer des petits trucs d'ici la fin du mercato. N'oubliez pas, Ferry Time, le 3 février. On passera les 2 dernières heures du mercato ensemble en direct sur Twitch, en espérant qu'il se passe des trucs. Et on va répondre aujourd'hui à une question. Où qu'il est le pognon à Mofi? Où sont passés les 30 millions? Pourquoi est-ce que si je vends Mofi 30 millions, Ouattara 30 millions et Enzo 20 millions, je peux pas acheter un joueur à 80 millions? Alors, nous, on s'y connaît un petit peu, mais pas beaucoup. On s'est dit, on va faire venir un expert et on a fait venir Vincent Chaudel. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors, vous m'arrêtez quand je me trompe, vous êtes économiste du sport. C'est ce qu'on dit, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, votre parcours, enfin votre profession et sur quoi vous allez nous éclairer ce soir? Alors, je suis un consultant dans le domaine du sport depuis maintenant 25 ans. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé j'ai pratiqué le sport, le football, le tennis, j'ai enseigné le tennis, j'ai été dans le monde amateur où j'ai monté une section football au sein de mon club Omnisport, avec une équipe de copains au départ, puis une équipe B. J'ai très vite joué dans l'équipe B. Puis après, on a créé une école de football. Bref, j'ai pu faire tous les maillons de la chaîne du football amateur. Puis je suis parti faire mon 3e cycle à Marseille, puis faire ma thèse à Montréal pour comparer le système européen et nord-américain du sport-spectacle. En l'occurrence, le cas, c'était de savoir si on pouvait créer une ligue de soccer au Canada. Et quand je suis revenu, j'ai monté le département management du sport au sein d'un cabinet d'audit et de conseil qui s'appelle Deloitte. Et après, j'ai enchaîné dans différents cabinets pour avoir ma propre structure qui s'appelle Inesport, avec mes anciens consultants notamment. Autre chose. J'ai monté l'Observateur du sport business sur le Figaro en 2012. Et aujourd'hui, on est sur le Figaro, sur Entreprendre, sur Sud Radio. Et j'ai été vice-président d'un think tank, donc d'un groupe d'influence, on va dire, au niveau européen de 2009 à 2018.
Alors, du coup, Vincent, la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui, c'est comment fonctionne un club de foot pro? Quels sont les tenants, les aboutissants dans le budget, etc. Alors, on imagine très bien qu'il y a la masse salariale, qui est le premier poids mort, on va dire, dans le budget, ou le premier poids du budget. Quels sont les revenus, les sources de revenus? Alors, on va essayer au maximum de s'approcher du FC Lorient, évidemment. On a quelques données qu'on pourra partager, données qui sont publiques, hein, on ne révèle rien de secret. Maintenant, l'idée, c'est de faire comprendre à nos auditeurs comment fonctionne un club de la stature du FC Lorient, parce qu'on imagine bien que le PSG et le FCL ont une façon de fonctionner légèrement différente. Enfin, j'imagine, peut-être que je me trompe. On ne va pas non plus rentrer dans les bilans du FC Lorient et comprendre où chaque euro va. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée. La première question, Raph, en fait, peut-être avant de parler du FCL, il faut parler du contexte général du foot en France, c'est ça? Ouais, exactement. Et ben, en gros, on sait qu'il y a des contraintes aujourd'hui, que les clubs de Ligue 1 sont très tenus par les droits télé et l'importance aujourd'hui qu'ils peuvent avoir. Donc, en fait, la première question, c'est déjà en termes d'impératif, et si on prend peut-être davantage les sources de revenus, peut-être déjà faire un portrait robot du foot français, les structures de revenus d'un club de Ligue 1 et de Ligue 2 éventuellement, parce que du coup il y a des différences notables en fonction des divisions, et peut-être de le mettre aussi en rapport avec ce qui peut se faire en Europe sur les 5 grands championnats. Je pense que ça peut être déjà un premier bon éclairage. Oui, alors après, si on a un peu de temps, on peut reprendre les choses les unes derrière les autres, c'est-à-dire déjà comprendre ce qu'est la spécificité du sport professionnel en Europe. C'est-à-dire que la spécificité en Europe, c'est l'ascension-relégation. Je monte, je descends. Si je prends le cas du FC Lorient, quand je suis en Ligue 1, j'ai 70 millions d'euros de budget. Quand je suis en Ligue 2, je suis à 21 ou 22 millions d'euros de budget. Donc on se rend compte qu'il y a une très très grande variation de budget, et ça c'est très important. Quand je suis aux États-Unis, je suis dans une ligue fermée, donc quand je suis dans une division, j'y reste. Et donc ça change beaucoup de choses. Ça change. La chose principale, c'est que quand je n'ai pas à me soucier de l'ascension et la relégation, je peux travailler dans la durée et vouloir gagner de l'argent. Quand je suis dans un sujet d'ascension-relégation, comme en Europe, mon sujet d'abord, c'est de faire en sorte de rester en Ligue 1. Si Lorient avait pu rester en Ligue 1, eh bien Lorient n'aurait pas le même budget aujourd'hui, bien évidemment. Donc en fait, l'Europe fait qu'on donne la primauté aux résultats sportifs et non pas aux résultats économiques, qui fait que l'économie du football en Europe est particulière. C'est-à-dire que oui, les clubs sont des entreprises, mais ce sont des entreprises qui ne gagnent pas de l'argent tous les ans. Et si je veux gagner de l'argent, moi, en tant que propriétaire de club, je gagne de l'argent à la revente du club. C'est ça qui est particulier. C'est quand je suis dans une entreprise classique, je vais essayer d'équilibrer mes comptes et de gagner un peu d'argent. Mais là, à quoi ça sert que Lorient gagne 5 millions d'euros cette année si avec ces 5 millions d'euros, ils n'ont pas acheté le joueur qui leur permettrait de remonter en Ligue 1? Le supporter de Lorient veut que son club remonte en Ligue 1. Peu importe qui gagne de l'argent ou pas cette année pour le supporter. Donc, la spécificité, c'est que ce n'est pas sur l'exercice classique que l'on gagne de l'argent. Alors maintenant, comment est fait la structure des recettes et des dépenses? Parce que pour gagner de l'argent, un club, gagner de l'argent, en gros, c'est avoir plus de recettes que de dépenses. Les recettes, il y en a 3 plus 1. 3, c'est les droits télé, le sponsoring, la billetterie. Et le plus 1, et je mettrai de côté, mais on va revenir dessus puisque c'est le thème de la journée, c'est le mercato. Et les dépenses, dans le football, dans le sport professionnel, c'est essentiellement la masse salariale. Et la masse salariale, aux États-Unis, c'est entre 50 et 60% du budget. En Europe, c'est souvent autour de 70%. Ouais, et quand c'est mal géré, ça monte à 80-90%. Évidemment, quand je suis à 90% de mon budget dédié à la masse salariale, je perds de l'argent, c'est sûr et certain. Donc, si je veux gagner de l'argent, il faut que je maximise mes revenus et que je contraigne mes dépenses, donc les salaires. Et ça va être tout ça l'enjeu d'un club, ça va être de voir comment je peux jouer avec ça. Si on arrive dans le sujet du football français, puis après on ira voir la Ligue 2, maximiser ses revenus, c'est d'abord maximiser ses droits télé.
et je pense qu'il n'aura échappé à personne, y compris dans vos auditeurs, qu'on a un petit problème. On a un petit problème parce que on pensait pouvoir vendre 1 milliard pour la Ligue 1 et on a vendu 500 millions. Donc, le vrai problème du football français, parce qu'on a le même problème que les autres, que nos voisins, c'est-à-dire qu'on a été frappé par le Covid, c'est-à-dire que les clubs, pendant une saison, quasiment, ont dû jouer avec quasiment aucun public. Donc ça, c'était embêtant, hein. On enlève un pilier de revenus, comme pour tout le monde, sauf que nous, en plus de ce problème-là, on a eu Mediapro qui a planté tout le monde. Donc, on a déjà eu une première difficulté par rapport à ça. Et les clubs français, pensant réellement avoir le milliard, ont été très offensifs sur les mercatos derniers. Pas celui de cet été, mais sur celui de l'hiver et de l'été d'avant. Malheureusement, le milliard n'est pas arrivé. Et donc, on se retrouve avec des clubs français qui ont engagé des dépenses parce qu'ils ont recruté des joueurs et on ne recrute pas des joueurs pour une saison. On le recrute pour 2, 3, 4 saisons avec les salaires qui vont avec. Et il n'y a pas le niveau de revenu en face. Donc, le football français aujourd'hui, il est en difficulté d'une façon assez importante. Beaucoup de clubs sont plus ou moins à vendre et on le voit bien au niveau du mercato. Les clubs étrangers savent que les clubs français ont besoin de vendre. Et quand j'ai besoin de vendre, tout le monde le sait et c'est pas là qu'on m'achète les joueurs au meilleur prix. Donc, on a cette difficulté-là au niveau de la Ligue 1. Donc, la Ligue 1 est télédépendante et là, ça va pas bien. Le problème de la Ligue 2, c'est qu'elle n'est pas télédépendante, la Ligue 2. Elle est Ligue 1 dépendante. Donc, quand les clubs de Ligue 1 vont pas bien, les clubs de Ligue 2 vont pas très bien non plus. Et donc, c'est pour ça qu'on voit très, très peu de mouvements dans le mercato, ni en Ligue 1, parce qu'ils ne sont pas en bonne santé et que les clients, les clubs clients, notamment les clubs anglais, le savent et ne sont pas pressés de nous acheter nos joueurs, en tout cas pas au prix fort. Et les clubs de Ligue 2, comme les clubs de Ligue 1 ne sont pas très bien, les clubs de Ligue 2 non plus. Ouais, alors, et du coup, en fait, cette dépendance entre Ligue 1 et Ligue 2, elle est surtout fait des mutations entre les deux divisions et le fait que la Ligue 1 est capable d'aller acheter en Ligue 2 surtout, puisque en fait, la dotation télé n'est pas si énorme que ça dans les structures, en tout cas plus petite que en proportion et en valeur qu'en Ligue 1 aussi. En fait, le sujet, il est encore, je dirais, un peu plus pervers que ça. C'est que quand je dis que la Ligue 2 est Ligue 1 dépendante, c'est que en gros, la Ligue 2 aujourd'hui, ses droits télé tournent autour de 40 millions d'euros. Mais jusqu'ici, il y avait 20% des droits télé de la Ligue 1 qui allaient vers la Ligue 2. Et les 20% des droits télé de la Ligue 1, c'était plus d'une centaine de millions d'euros. Donc, ça veut dire que les clubs de Ligue 2 ne travaillent pas avec 40 millions d'euros à se partager entre 18 clubs, mais avec 140 ou 150 millions d'euros qui se partagent entre 18 clubs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce mécanisme-là fait qu'ils sont plus dépendants de la solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2 que de leurs droits télé eux-mêmes. Que fait un club de Ligue 2 avec l'argent qu'il a? Il le dépense dans les salaires. Bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'argent que la Ligue 1 donne à la Ligue 2, les clubs de Ligue 2 payent des salaires et donc la Ligue 1 crée de l'inflation en Ligue 2. S'il y avait moins d'argent, il y aurait autant de joueurs, mais il n'y aurait pas les mêmes salaires. Donc, ce mécanisme-là fait qu'un club de Ligue 2, avec l'argent qui vient de la Ligue 1, paye des joueurs et vous avez certains joueurs qui pourraient jouer en Ligue 1 qui n'y vont pas parce que finalement, le salaire qu'on leur propose en Ligue 2 est plus intéressant que le salaire qu'on leur proposerait en Ligue 1 parce qu'on ne parle pas de joueurs de Ligue 2 qui seraient titulaires en Ligue 1. C'est l'inverse. Ça serait un joueur de Ligue 2 qui viendrait compléter le banc d'un club de Ligue 1. Je ne parle pas des grands clubs qui vont en Coupe d'Europe, je parle des autres. Et donc, les clubs sont coincés parce que, les clubs de Ligue 1 sont coincés parce que les joueurs de Ligue 2 sont finalement assez chers et les clubs et leurs joueurs de Ligue 1 peuvent être captés par des clubs étrangers, notamment des clubs de deuxième division anglaise, par exemple. Donc ça, c'est un peu particulier. Et c'est la situation du football français aujourd'hui. Enfin, c'est un des problèmes du football français. Mais ça crée quand même une Ligue 2 relativement compétitive aussi, finalement, mais qui habitue peut-être à travailler en dehors du... Compétitive ou alors avec des joueurs surpayés?
Bah, Oui, aussi. compétitive, on le saura jamais parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe de Ligue 2. C'est vrai. Il n'y a pas Donc, d'état. en fait, c'est pour ça qu'on se crée une surenchère, j'aurais tendance à dire bêtement. Mais oui, j'aurais tendance à dire, mais je ne vais pas faire plaisir aux agents de joueurs, ou au syndicat des joueurs en tout cas. Mais quelque part, on se crée une inflation. On surpaye des joueurs. Et ça devrait nous amener à nous poser la question de à quoi sert une Ligue 2 ? À quoi sert une Ligue 2 ? Moi, je pense qu'une Ligue 2 devrait être là pour donner du temps de jeu à des jeunes joueurs de talent. Enfin, à des jeunes joueurs. Je préférerais que la solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2 soit de prêter des joueurs à la Ligue 2 plutôt que de lui donner de l'argent pour augmenter la masse salariale. Je pense que ça serait plus utile pour tout le monde. Mais du coup, l'aspect, ça créerait une dépendance, on va dire, aussi forte, puisqu'on se parle de clubs différents. Donc du coup, il faudrait des sortes d'accords entre clubs pour que le club A envoie des prêts à un club B. Donc il y aura aussi une autre dépendance, c'est-à-dire en fait d'avoir une filiation forte pour avoir les meilleures pépites en Ligue 2. Quel est l'intérêt pour le club de Ligue 2 de faire ça ? Bah, ça a existé dans le passé. Hein. Il y avait Monaco qui travaillait avec Épinal, il y avait PSG qui travaillait avec Châteauroux. Ça a toujours plus ou moins existé, ce forme de partenariat. Aujourd'hui, ça existe d'une autre manière. Ça existe avec ce qu'on appelle la multipropriété. Parce que finalement... On connaît un petit peu. Oui, on est en plein dedans. Oui, mais ce qui se passe entre Chelsea et Strasbourg, ou entre Manchester City et les Stacks, c'est à peu près ça finalement. Tout à fait. C'est juste qu'on n'est pas dans le même championnat, mais là, c'est à peu près la même philosophie. T'inquiète pas, je t'envoie des joueurs et tu auras ton niveau de jeu sportif qui sera intéressant. Moi, les joueurs que je t'envoie, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à être titulaires chez moi, et vaut mieux qu'ils jouent chez toi que de rester sur le banc chez moi. Ce qui est curieux, c'est qu'avec Lorient, on a un peu la situation inverse, où donc on a Bournemouth. Alors attention, ils ne sont pas propriétaires du FC Lorient, ils sont minoritaires, mais ils sortent d'accord. Mais en fait, on leur file des joueurs. Alors soit on les survend, soit on s'en débarrasse, type Romain Fèvre, mais on ne se fait jamais prêter des joueurs par Bournemouth. Donc c'est un peu un exemple inverse. Du coup, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, parce que pour se rapprocher un peu du FC Lorient, vous disiez en Ligue 2, le budget vous disiez 20 millions, parce que ça doit être le budget moyen, j'imagine, d'un club de Ligue 2. Le FC Lorient a fait le choix de maintenir un budget assez élevé, puisque le budget cette année du FC Lorient Ligue 2 est de 50-55 millions d'euros. Si je vous suis depuis le début, c'est un énorme risque qu'a pris la direction du club, dont Loïc Ferry, de maintenir un budget aussi élevé. C'est un risque et en même temps, ils n'ont pas nécessairement le choix. Quand vous êtes un club de Ligue 1, vous avez le budget de Lorient, je crois, qui était de 70 millions d'euros l'année dernière, c'est ça ouais. Voilà. Donc, dans les 70 millions d'euros, ça, c'était les recettes. Vous aviez probablement 70% en masse salariale. Je n'ai pas regardé de façon précise, mais, non, mais c'est 70, ça veut dire que c'était à peu près 50 millions d'euros de masse salariale. Oui, Raph, tu as les chiffres sous les yeux, de toute façon. Non, mais globalement, c'est à peu près ça. Et Lorient s'est habitué à avoir entre 65 et 72% de ses coûts relatifs du coup à la masse salariale. De toute façon, Vincent, vous l'avez illustré en expliquant que depuis quelques saisons, et du fait de l'attente sur les droits télé, on va dire, et l'inflation sur les droits télé espérés, je pense que le club a pris aussi des risques, non pas sur des transferts, mais aussi sur des salaires qu'on conserve ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ouais, aujourd'hui au sein du club, même en Ligue 2. Alors, donc pour revenir à la question, peut-être. Le club se protège aussi avec des clauses entre Ligue 1 et Ligue 2, mais globalement, on a une structure salaire qui ressemble presque à ce qu'on avait en Ligue 1 l'année dernière, à part 2 joueurs. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a la charte du football qui encadre les contrats. Quand vous êtes quand vous avez un joueur en Ligue 1, quand vous êtes un club de Ligue 1, que vous descendez en Ligue 2, vous avez le droit de, sans négocier, de réduire le salaire des joueurs de 20%. Ouais, c'est ça. Mais c'est 20%. C'est-à-dire que le problème, c'est que, ok, j'ai 50 millions d'euros de masse salariale. Je réduis de 20%. Je passe à 40%. Exact. Sauf que mes recettes, elles ne descendent pas de 20%. Elles plongent. J'ai plus les mêmes droits télé. J'ai pu vendre l'abonnement au même prix, la billetterie au même prix et le partenariat au même prix.
Donc, le problème des clubs qui sont relégués, c'est qu'ils baissent de 20% leurs coûts, mais ils baissent de 30 à 40% leurs recettes. Ouais, voire plus. Et comme au départ, ils étaient déjà équilibrés, bah, mécaniquement, ils perdent de l'argent. Oui, donc Là, soit cette saison, soit ils arrivent à céder des joueurs. C'est la en seule début de la solution. saison, Ouais. C'est voilà. la seule solution. Soit ils arrivent à valoriser d'autres joueurs sur la saison actuelle. Sauf que céder des joueurs, bah, si le club descend, c'est qu'il n'a pas fait une super saison. Tout à fait. C'est que les joueurs ne sont pas au top. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils se sont pas mis en valeur pendant la saison. Donc, c'est Donc, pas ils sont bradés. nécessairement eux. Bah, ils sont bradés, oui, parce que déjà, le club a plus envie de se libérer de la masse salariale que de récupérer réellement de. Tout à fait. Il y a deux sujets, hein. Il y a le chiffre d'affaires, enfin, les rentrées d'argent, et puis surtout, réduire les dépenses. Mais je pense, Vincent, c'est exactement ça. Je pense le nœud du sujet de pourquoi on a fait cet épisode, c'est que la logique parfois, c'est plus épargner la masse salariale plutôt que de se défausser 2 à 3 millions d'euros sur un joueur XYZ. Parce que finalement, en salaire, notamment lors d'une descente, c'est ça qui fait mal. Oui, surtout que le joueur, il a peut-être un contrat encore de 3 ans. Exact. Et vous n'êtes pas sûr de pouvoir remonter. Mais en même temps, c'est pour ça que je parlais de 3 plus 1, c'est-à-dire 3 sources de revenus plus une qui est le mercato, parce que je ne la considère pas totalement comme une source de revenus. Parce que quand vous vendez, c'est la plupart du temps, vous vendez vos meilleurs éléments, c'est ceux qui vous permettraient de remonter. C'est ça qui est un peu pervers. Alors, autre élément qui va venir plomber le budget d'un club, peut-être, j'allais dire comme le FC Lorient, mais vous allez me dire peut-être tous les clubs de Ligue 1. Vous avez parlé du Covid tout à l'heure. L'État est venu à la rescousse des clubs en faisant des prêts garantis. Il faut rembourser les prêts, il y a de la dette, et ça vient aussi plomber les budgets. Oui, ça vient plomber les budgets, mais alors, c'était pas fait pour ça, mais dans le même timing, il y a eu aussi l'affaire CVC. Donc, CVC, si tout le monde est aligné là-dessus, c'est-à-dire que il y a une tendance actuellement dans le sport business d'une façon générale. Le sport business est souvent organisé par des associations, par une ligue, une fédération, voilà. Et donc, ce sont des associations, donc il n'y a pas de capitaux dedans. Il y a des membres, mais il n'y a pas de capitaux. Si on veut des investisseurs, il faut créer une société, et là, en général, c'est la société commerciale qui va donc gérer les droits de l'association, et la Ligue est une association, donc elle a créé une société commerciale, et CVC, qui est un fonds d'investissement, a acheté 15% pour 1,5 milliard ou 13% pour 1,5 milliard. Et cette somme-là, elle était faite au départ pour donner les moyens au football français de se développer. Seulement le problème, c'est que les clubs ayant été en difficulté, la somme qui a été faite pour le développement se traduit plutôt comme utilisation pour compenser les trous. Et c'est ça qui est un peu problématique. Pourquoi on avait besoin de développement ? Un des sujets qui est récurrent avec le football français, c'est que nos droits télé à l'international sont faibles. Très faibles. Beaucoup trop faibles. Alors après, on peut parler de beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que là où on vendait nos droits sur la dernière décennie à 85 millions d'euros par an, les droits à l'international, la Liga les vendait à 890, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc, il y avait un vrai problème. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que la Liga, elle a embauché 50 personnes qui étaient sur chaque territoire. C'est-à-dire qu'en France, là, à Paris, il y a une personne qui représente la Liga et qui discute avec les diffuseurs ou les partenaires français. Et nous, la Ligue 1, enfin la LFP, elle avait 4 personnes pour la représenter au niveau international. Donc, à un moment donné, oui, ils vendent mieux que nous à l'international, mais ils s'organisent mieux que nous pour vendre à l'international. Donc ça, c'est un sujet qui fait que quand on regarde le football anglais qui a des droits incroyables à l'international,
Oui, mais Je crois que ça l'international, s'approche d'un tiers du budget total, enfin des revenus total des droits télé. aujourd'hui, les droits internationaux en Angleterre sont plus importants que les droits domestiques. Ah oui, d'accord, c'est passé plus de la Ouais, moitié. Ok. c'est passé. C'est tout juste, mais c'est passé. Ouais, ok. Donc, voilà, si nous, on avait ça, on aurait notre milliard. On aurait 500 en France et 500 à l'international. On en est loin. Donc, voilà. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. On ne va pas passer de 80 à 500 du jour au lendemain pour les droits à l'international. Et ça, c'est un sujet qui fait partie du problème. Bon, en préparant le podcast, en échangeant avant l'émission, du coup, c'est Julien qui soulignait le fait que la Ligue 1 était assez mal marketée. Du coup, vous qui avez travaillé dans le marketing au sens large, en tout cas du sport, enfin, c'est quoi de votre vision aujourd'hui du produit de Ligue 1? Ah, alors, c'est quoi un bon produit de football? D'une façon générale, c'est un stade plein qui chante, dans lequel il y a de l'ambiance, avec une belle pelouse, des équipes que l'on connaît et des joueurs que l'on connaît. Bon. Au niveau national, des joueurs qu'on connaît, oui, on les connaît en France. À l'international, pas trop. Il y a des très bons joueurs en France, hein, mais Lacazette, il est connu où? En Arsenal. France et à Arsenal. Ok. Dembélé, c'est pas une star mondiale. Hein. C'est un très bon joueur, mais c'est pas une star mondiale. Après, on a qui? On a eu, mais aujourd'hui, on a qui? Non, bien sûr. Donc, on a pu. Des clubs connus. Ok, on a Paris. Ok. Mais derrière, l'OGC Nice, c'est connu à l'international? Le Stade Rennais, c'est connu à l'international? Ceux qui sont connus, c'est Marseille. Ouais, mais Marseille est très irrégulier. Il n'est même pas en Coupe d'Europe cette année. On a Monaco qui est connu, oui. Lyon, mais connu à l'international, il n'y en a pas tant que ça. Et Ouais, quand je dis connu à l'international, ils sont plutôt connus dans un genre 50e club en Europe, pas dans le top 10. Dans le top 10, on n'en a qu'un. Dans le top 20, Marseille pourrait y rentrer, mais il n'y est pas. Lyon est dans le top 30. Ah, c'est ça la réalité. Maintenant, des beaux stades. On en a plus maintenant grâce à l'euro. Est-ce qu'ils sont remplis? Le stade de Nice, il n'est pas rempli. Non. Le stade de Lyon, ça dépend, les grosses affiches, oui. Marseille est rempli. Paris est rempli. Mais les autres? Alors, là, on a très longtemps été à 22 000 spectateurs de moyenne en Ligue 1. Là, on est passé à 27 000. Waouh, génial. Mais pourquoi on est passé à 27 000 à votre avis? Ouais, je pense en termes de prix, non? Saint-Étienne ou des gros clubs pas. aussi. Non, ils ont changé la méthode de calcul? Non, absolument pas. On est passé de 20 clubs à 18. Ouais, oui. Et oui. Vous enlevez 2 petits, et mécaniquement, votre moyenne, elle progresse. Sauf que 27 000 spectateurs en moyenne en Ligue 1. On est derrière la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A, la Liga. On est même derrière la deuxième division allemande. La deuxième division allemande, ça fait 30 000 spectateurs de moyenne. 30 000 spectateurs de moyenne en deuxième division. La Ligue 2, elle fait 8 000 spectateurs. Elle fait même pas 7 000 spectateurs de moyenne actuellement. Donc, le problème du football français, c'est que, on va dire qu'on a progressé au niveau des pelouses. On n'a plus de joueurs stars. On a des stades qui ne sont pas assez remplis. Donc, est-ce qu'on n'a pas assez de spectateurs? Est-ce qu'on n'a pas assez de population? On a plus de population que les Italiens. On a plus de population que les Espagnols. Mais on arrive à avoir moins de spectateurs. Peut-être qu'on a un problème parce que les Français sont peut-être moins attachés à leur club que nos voisins. Je pense que c'est une grosse partie de la réponse. Oui. Alors, on peut avoir des explications par rapport à ça. Par exemple, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. En France, il n'y a pas de derby. Il y a des oppositions régionales, mais il n'y a pas de derby. Un derby, c'est dans la même ville. On n'a pas de derby. Saint-Étienne. Pas au niveau pro, en tout cas. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Saint-Étienne-Lyon, c'est pas un derby. Lens-Lille, c'est pas un derby. Un derby, c'est Manchester United, Manchester City. C'est Liverpool-Everton. C'est tous les jours dans la ville, vous pouvez croiser quelqu'un qui a l'autre couleur, qui est votre adversaire. Et ça veut dire que quand vous naissez quelque part, vous êtes rouge ou vous êtes bleu, parce que votre père et votre arrière-grand-père étaient déjà rouge ou bleu. Et donc, votre attachement au club est beaucoup plus fort que l'attachement au club que l'on a chez nous. Et ça, pour le coup, c'est pas de la faute de nos clubs, c'est notre histoire. Mais ça ne nous aide pas à avoir un attachement fort avec nos clubs. On parlait de marketing à l'étranger, justement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déficit en France de la vente de la Ligue 1 auprès des jeunes supporters? Est-ce qu'il y a un axe de progression à ce sujet pour justement amener les jeunes supporters à supporter leur club local et non pas forcément un gros club étranger ou autre? Je continue dans la liste de nos handicaps. Donc, dans la liste de nos handicaps, donc, le fait qu'on n'ait pas de derby, c'est un problème parce que marketer un derby, c'est facile. Enfin, facile. Il y a une histoire à raconter, il y a des oppositions. Et donc, ça, on n'a pas et c'est un handicap marketing. On n'a pas de gros clubs où nos gros clubs ne sont pas là en même temps. Et, il suffit de regarder. Le PSG doit être le recordman des titres de champion de France avec 12 titres. C'est rien. Chez nos voisins, les records, c'est à 25 ou 30 titres. Regardez le nombre de titres que le Benfica ou le Sporting ont au Portugal, l'Ajax aux Pays-Bas, le nombre de titres du Milan ou de la Juve, etc. Donc nous, on est en retard là-dessus. Et pire, à chaque fois qu'on a eu des grands champions, ces grands champions ont eu des problèmes. Là, je suis à Reims, le grand stade de Reims, il a déposé le bilan. Saint-Étienne a déposé le bilan. Les Girondins de Bordeaux ont déposé le bilan. Marseille a été rétrogradé. Voilà. Donc, on n'a jamais eu de grands clubs capables d'être au top pendant 2, 3, 4 décennies. Donc ça, c'est un sujet. Mais si on continue dans les handicaps, on a un handicap culturel. On a un rapport à l'argent qui est compliqué. Nous, les Français, on est des irréductibles Gaulois. Si notre gros peut tomber, et ça explique aussi peut-être pourquoi nos gros sont tombés, mais on oublie qu'en fait, on a besoin de locomotives dans notre championnat. Moi, je me rappelle, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, où je crois que Marseille s'est sauvé contre un match contre Sedan. Sedan ou Guignon ont été en Coupe d'Europe. C'est bien, mais on se fait plaisir à nous-mêmes. Ce qui est important, c'est que nos gros clubs soient là. Alors, je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde en disant ça. Pas au Brestois, mais nous, on s'en fiche. Donc. Oui, j'imagine qu'à Lorient, Brest, ça ne vous fait pas. Mais regardons. Le fait que nos clubs soient irréguliers, ça veut dire que quand je m'appelle Nice ou que je m'appelle Lyon, actuellement, je ne suis pas capable de proposer à un agent ou un joueur de dire « Viens me rejoindre, tu es sûr de faire la Coupe d'Europe tous les ans ». Du coup, je n'arrive pas à avoir des top joueurs qui prennent le risque de signer pour 3, 4 ans ou 5 ans chez moi, puisque je ne sais pas où je vais être l'année prochaine. Il n'y a pas de projet sportif solide. Si, mais à court terme. C'est-à-dire, là, l'OM a vendu à Rabiot qu'il faisait tout pour être en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais s'ils n'y sont pas à la fin de la saison, Rabiot, à mon avis, il ne reste pas à l'OM. Son objectif, c'est d'être au haut niveau pour aller faire la Coupe du Monde. Donc, il y a ce problème-là. Si vous signez à Chelsea ou à Liverpool ou à Arsenal, vous ne savez pas si vous allez faire la Ligue des Champions ou l'Europa League. Mais vous êtes sûr que vous allez faire une Coupe d'Europe. Hein. Donc ça, c'est important. Nos clubs sont trop irréguliers, à part le PSG qui est toujours en Ligue des Champions, ok. Mais pour les autres, signer 3 ou 4 ans, c'est une incertitude. Du coup, on n'arrive pas à avoir de top joueurs. Quand je dis de top joueurs, on a de très bons joueurs. Mais on parlait du marketing, des joueurs à forte notoriété. À part le PSG, qui a été capable d'avoir des joueurs à forte notoriété? On n'en a pas eu, ou très peu. Très peu.
On a eu des étoiles filantes comme un Balotelli qui par exemple, on peut retrouver quelques noms. Un Greenwood en ce moment à Marseille. Ouais, Greenwood à Marseille, mais un Falcao ou autre, mais oui. Ouais, Monaco. Oui. Benjamin Mendy alors. On remonte déjà à 10-15 ans quand même. Hein. Ouais, Oui, 10 ans. 10 ans, on va dire. Donc voilà, ça pour le marketing. Il y a Lyon qui s'est permis un petit peu d'essayer ce genre de choses. Quand Oui. Quand Oui, il y a 20 ans. Ouais. Voilà, parce que là. Non, même plus récemment, avec, je pense quand même avec qui avec Memphis Depay, avec. Ok, Depay. Avec Lucas Paqueta, mais oui, c'est Paqueta, très ponctuel. Paqueta, c'est un cran en dessous. Paqueta, il n'est pas arrivé en ayant un statut de star. Hein. Non, tout à fait, il s'est développé. Donc, mais bon, si demain ils arrivent à accrocher des joueurs de statut internationaux, etc., enfin de grandes nations, tant mieux. Mais c'est un handicap. Là, et quand je parlais de culture, c'est que quand on a eu en France Messi, Mbappé, Neymar, mais le plaisir des Français, c'était de leur casser du sucre sur le dos en permanence. C'est-à-dire, Messi, quand il est arrivé, Messi, avant qu'il arrive à Miami, le billet à Miami était à $39. Et maintenant, il est à $390, x 10. On est presque sur des tarifs NFL. Ben oui, mais en fait, alors nous, ce qu'on a dit en France, c'est dire ce joueur, c'est un scandale, il marche. Ok. Il ne fait pas que marcher. Hein. Il court et quand il court, il marque ou il passe. Il fait des passes décisives. Et quand il était à Barcelone, et vous savez quoi, il marchait aussi. Mais bon. Non mais bon. Moi j'habite à côté de Barcelone, donc oui, ça je l'ai vu et je trouve ça hallucinant. Alors autant Neymar, il peut y avoir des raisons extrasportives qui justifient, mais si, enfin c'est un peu scandaleux ce qui c'est la manière dont il a été traité en France. Ah oui, c'est bien sûr. Si on recentre un petit peu sur Raph, tu voulais enchaîner? Ouais, en fait, je voulais un petit peu quand on pose ce contexte-là et les problèmes que peuvent rencontrer les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 par rapport à ce qui a été énoncé, je suis globalement assez aligné avec le constat. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives en Ligue 1, peut-être en Ligue 2 aussi, pour contrecarrer ça à l'échelle de club? Et si on revient un petit peu aussi sur ce que peut faire le FC Lorient, ancrage local, etc., est-ce qu'il n'y a pas des moyens quand même de trouver des parades à ces contraintes au sens large? C'est ça, puisque le panorama est assez sombre. Hein, si on reprend votre analyse, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Visiblement, on va pas signer une star cet hiver. On va risque de pas vendre grand monde non plus. Du coup, comment on peut faire un club, et je relance au-dessus de Raph, hein, excusez-moi, mais comment on peut faire un club comme du stature du FC Lorient pour s'en sortir en fait? Alors, avant d'arriver à Lorient, je propose de remonter d'un cran, c'est comment on peut inverser la tendance pour le football français en général, et puis après, donc, pour un club comme Lorient. Pendant peut-être 20 ans, on a négligé les Coupes d'Europe en dehors de la Ligue des Champions. On s'est fait rattraper par les Portugais et les Néerlandais. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins depuis quelques saisons, et surtout cette année, les clubs français qui vont en Coupe d'Europe jouent la Coupe d'Europe. L'année dernière, la redistribution, parce qu'à chaque fois qu'on fait un match, si on fait une victoire ou un match nul, il y a de la redistribution qui est plus importante en Ligue des Champions qu'en Europa League ou en conférence, mais il y a un mécanisme de redistribution. L'année dernière, l'ensemble des clubs français ont ramené, enfin, les coupes européennes ont permis à la France, à la Ligue 1 d'une façon générale, de récupérer 230 millions d'euros. Au moment où on se parle, alors qu'on est qu'en janvier, qu'il va y avoir des matchs cette semaine et qu'il y a encore 2 matchs au niveau de la Ligue des Champions et puis après les autres compétitions, on est déjà à 250 millions d'euros. Donc, ça veut dire que de jouer sérieusement la Coupe d'Europe va permettre de récupérer pour ces clubs l'argent qu'il va leur manquer au niveau des droits télé. Le problème, c'est pour les autres, ceux qui ne font pas la Coupe d'Europe. Mais déjà, jouer sérieusement la Coupe d'Europe,
jouer enfin sérieusement les Coupes d'Europe va être bénéfique pour les clubs français. Jouer enfin sérieusement les Coupes d'Europe va leur redonner de l'argent et ça va creuser l'écart entre ceux qui font la Coupe d'Europe et ceux qui la font pas. Ça veut dire qu'enfin, on devrait avoir des clubs français qui jouent les Coupes d'Europe plusieurs années de suite. Donc, ça veut dire qu'on devrait enfin avoir des clubs qui vont pouvoir proposer à des joueurs ou à leurs agents de dire « Venez chez moi, vous allez jouer la Coupe d'Europe. On va peut-être avoir 7 ou 8 clubs pour 6 places. » Donc, c'est pas ce qu'on avait avant. Hein. On avait un turnover très important. Et donc, ça va changer les choses. Ça va peut-être nous aider à avoir des clubs avec une image sportive et donc une image marketing plus forte. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est comment on travaille la Ligue 2. Comment la Ligue 2, quelle place elle peut avoir dans ce système-là. Je crois qu'actuellement, revient la rumeur ou le projet de Ligue 3. Vous avez déjà entendu parler ? Tout à fait, ouais. Ce qui, à mon avis, est une hérésie. Une hérésie pour plusieurs raisons. Déjà, dans le timing, on n'a déjà pas beaucoup d'argent à partager. Donc, si on va embarquer les clubs de Ligue 3, on va encore partager. Et donc, mécaniquement, le gâteau, les parts de gâteau vont être de plus en plus petites. Et surtout, en fait, en partant du principe qu'on a plus que 36 clubs professionnels potentiellement en France, ce qui est probable. Mais pourquoi faire 48 clubs, 54 clubs hein, si je rajoute 18, ça m'emmène à 54. Pourquoi je ne ferais pas une Ligue 1 à 18 et une Ligue 2 à 22 ou 24 ? Parce que, et l'autre sujet, surtout, c'est qu'il faut arrêter avec le format des barrages que l'on connaît aujourd'hui. Les barrages que l'on connaît aujourd'hui, ils ne sont pas faits pour créer de la valeur, ils sont faits pour sécuriser le club de Ligue 1. Hein, puisque le club de Ligue 2 a un parcours du combattant et le match aller-retour se fait avec le retour sur le club de Ligue 1 qui a eu le temps de se préparer, de se reposer un petit peu. Donc, on crée les conditions, alors ça ne marche pas toujours, mais on crée les conditions pour que le club de Ligue 1 qui va en barrage se sauve la tête. Ça marche souvent pas d'ailleurs, parce que je crois que dernièrement, c'est souvent la Ligue 2 qui est montée. Oui, mais en fait, ça marche peut-être pas, mais on crée les conditions pour. Le système qui marche bien, c'est le système des Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une Ligue 2 à 22 clubs, mais que vous faites monter les deux premiers, et vous dites que 3, 4, 5, 6 vont faire les barrages, avec le 3 qui joue contre le 6 et le 4 contre le 5, et après, vous faites une super finale. Ils la font à Wembley, eux. Hein. Ils la font à Wembley. Tout à fait. Et bien ça, et le vainqueur monte systématiquement, d'accord ? Ça veut dire que ça, c'est un produit qui a ses propres droits télé, qui va avoir sa propre économie. Et ça veut dire que tout le pays suit, hein. Et que tout le pays suit souvent. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que le 6e qui va pouvoir faire le barrage, ça veut dire que le 7, le 8, voire le 9, jusqu'à la fin, ils sont dans la boucle pour essayer d'aller accrocher les barrages. Donc, ça veut dire que votre Ligue 2, elle devient beaucoup plus intéressante. Voilà. Et quand vous êtes un club relégué de Ligue 1 en Ligue 2, vous n'êtes pas sûr de finir dans les deux premiers pour remonter directement et finir dans les 6. À part la catastrophe des Girondins de Bordeaux, normalement, ça va marcher. Hein. Je ne sais pas où Lorient sera à la fin de la saison, mais je suis prêt à mettre mon billet qui ne sera pas au-delà de la 6e place. On espère. On l'a déjà fait. La première fois, on est descendu de Ligue 2, on a fait 7e. Mais oui. Ouais, mais bon. Là, normalement, on devrait être dans la bonne on est d'accord. Donc là, et puis je vous souhaite de rester dans les deux premiers. Mais bon, c'est ça. Et donc, je pense qu'on gagnerait plus à faire ça que d'aller imaginer d'avoir une Ligue 3. Après, il me semble que Lucas avait des réflexions sur la formation. Est-ce que vous savez quels sont les clubs les plus formateurs en France ? Il y a Rennes, je crois. Lucas, c'est ton moment là. Rennes, Lyon, Paris. Il y a longtemps eu des clubs comme Auxerre, par exemple.
Auxerre, Nantes, Monaco à l'époque. Oh, mais ça remonte, Quels, hein. quels sont les clubs les plus formateurs en Espagne? Tous. Madrid, Madrid, Les Barça. gros hein. clubs. Les Real et le Barça sont les principaux clubs. Un club comme Paris, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Alors, ils peuvent avoir de très bons jeunes, mais ils ont beaucoup de mal à donner du temps de jeu à leurs jeunes. Ouais, c'est ça. Sauf que ça veut dire que si je suis un jeune talent parisien, je peux m'entraîner toute l'année avec l'équipe première, mais je vais aller jouer en National 2 au mieux. Donc, Alors qu'en Espagne, ils vont jouer en deuxième division. Exactement. Et oui. C'est-à-dire que si on veut, parce que je parlais tout à l'heure de dire que la Ligue 2, ça devrait être une ligue de développement, une ligue qui permet de lui donner du temps de jeu. Bah déjà, si j'avais cette vision-là, je permettrais à des réserves de grands clubs qui gagneraient sportivement le droit de monter. Hein. On ne va pas les mettre en Ligue 2 parce que c'est la réserve du PSG ou la réserve de l'OM. Mais s'ils avaient le droit de monter jusque-là, bah les clubs feraient ça. Et ça veut dire que cette année, Lorient pourrait jouer contre OMB ou PSGB. Je ne suis pas sûr que ça serait je suis pas sûr que ça serait une mauvaise recette au niveau du public. Je sais pas. Peut-être pas en France. Je sais pas. Moi, personnellement, mais savoir que Lorient joue samedi prochain Lyon B, je sais pas. Je préfère autant les voir jouer. Qui joue Niort au Chambly. Non, peut-être pas Niort et Chambly, mais du pourquoi coup. Non, mais. Pourquoi pourquoi, Raph? Pourquoi il peut y avoir de très bons joueurs à Niort et à Chambly. Non, mais bien sûr, on adore Niort. Mais non, mais un Annecy. Sur l'histoire d'un champ. Non, mais on a vu jouer Annecy du coup au Moustoir ou même un Dunkerque là du coup. Franchement, ça joue au ballon, c'est intéressant, c'est des. Moi, je me rappelle plus les joueurs stars de Dunkerque et d'Annecy. J'ai oublié leur nom. Ils ont qui en internationaux? Non, mais bien sûr. Mais c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'internationaux sur les équipes B. Je sais pas. Ah bah, moi, je suis international au PSG. Actuellement, je joue pas en National 2, hein, ça c'est clair. Mais en D2, en retour de blessure. Pourquoi pas? En 4e division, si j'y vais, c'est que je suis puni, hein, je suis d'accord. Ok. Ouais, vu comme ça. Oui, après, c'est des personnes. Et encore, maintenant, c'est la 5e division. Vas-y, Julien. Non, j'allais dire, voilà, c'est des idées pour relancer l'attractivité du foot français. Maintenant, un club de la dimension de Lorient, qui est un club de Ligue 1,5 en fait, qui est destiné à osciller entre la 10e. Allez, il peut faire une saison à la Brest sur un coup de dé, un miracle. Mais c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Oui. On en rêve. Hein. Mais bon, voilà. Objectivement, entre la 10 et la 6e place de Ligue 2. Oui. Comment on peut faire un club comme Lorient pour se démarquer et assurer d'être plus proche du top 10, de la 10e place en Ligue 1 que de la 6e en Ligue 2? En fait, ça repose la question de quelle est la fonction d'un club de Ligue 2 par rapport à la fonction d'un club de Ligue 1. Un club de Ligue 1, c'est un média. C'est un média. On en parle toutes les semaines au journal de 20h. Même si vous n'êtes pas à la tête, en tête du championnat, et vous avez des images qui circulent tout le temps. Un club de Ligue 2, c'est là pour animer la cité, la ville. C'est pas pareil. Et le problème, c'est quand on demande à un club de Ligue 2 de fonctionner comme un club de Ligue 1. Ça marche pas. Donc effectivement, le problème, c'est pas pour les clubs qui sont faits pour être en Ligue 2, c'est pas pour les clubs qui sont faits en Ligue 1, c'est pour les clubs qui sont intermédiaires. C'est-à-dire ce que moi j'appelle être des clubs qui sont dans la lessiveuse, qui sont potentiellement Ligue 1, mais qui peuvent se retrouver en Ligue 2. En gros, dans le dernier tiers de la Ligue 1 et dans le premier tiers de la Ligue 2. Et ça, ces clubs-là, c'est des clubs qui souffrent parce que ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et ça, quand vous montez, ça va très bien, hein, mais descendre, ça fait mal. Et si vous le faites un peu trop souvent, eh bien, vous pouvez vous retrouver comme Nancy, par exemple, et tomber. Ou Sochaux, qui sont des clubs qui n'étaient pas faits pour être dans le premier tiers de la Ligue 1, ni même dans le deuxième, ou qui ne le sont plus. Ils ne sont plus faits parce que l'économie a changé. Donc ça, c'est un vrai problème. Le problème, c'est de savoir comment je me structure pour
amortir le risque financier de la relégation. C'est pour ça que aujourd'hui, les clubs qui sont protégés de cet aléa sont les clubs qui ont un actionnaire qui a une surface financière importante, capable d'accompagner le club dans la redescente. Si M6 n'avait pas vendu les Girondins de Bordeaux, la relégation qui peut arriver, parce que le football, ça reste une aventure humaine. Moi, je suis Rémois de naissance. Le Stade de Reims vient de changer son coach, qui est parti à Lens. Le changement de coach, c'est quelque chose qui aurait pu être la cause d'une mayonnaise qui ne prend pas et le club qui va mal. Pour l'instant, ça se maintient. Tant mieux pour Reims. Mais des facteurs de risque, il y en a beaucoup en fait. Ce qui se passe à Rennes n'est pas très grave, même si Rennes, allez, imaginons le pire, plus pour les Bretons que vous êtes, à la limite, ça pourrait être une bonne nouvelle. Imaginons que Rennes glisse et tombe en Ligue 2. Avec la famille Pinault derrière, c'est pas dramatique. Ça peut rebondir, le club peut rebondir. C'est un mauvais passage, mais c'est pas très grave. Pour beaucoup de clubs, s'il y a relégation, il y a danger, un vrai danger. Donc, si je veux éviter ça, c'est là où, en fait, il peut y avoir différentes approches. Être avec un milliardaire, mais j'ai cru comprendre de la part de Loïc Ferry qu'il n'avait pas un milliardaire américain avec lui. C'est une chose. Mais et pourtant, il l'a. C'est ça qui était drôle dans sa réflexion, c'est que le club appartient maintenant à 40% à Bill Foley, qui est propriétaire de Bournemouth, qui a plusieurs clubs de foot, les Las Vegas Knights, Golden Knights en NHL. Donc, il y a le milliardaire américain derrière. Oui, mais Bournemouth, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas un club leader. On n'a aucun respect pour Bournemouth, vous inquiétez pas. Non, mais je ne juge pas de la façon dont il travaille, mais si c'était pas Bournemouth, mais c'était, je sais pas moi, Tottenham, ça serait pas la même chose. Et donc, en fait, là, le sujet, la multipropriété, quand c'est Chelsea, Strasbourg ou City et Stack, elle sécurise le club, qui lui dit si tu descends, t'inquiète pas, je suis là, et je peux t'envoyer des joueurs que tu ne serais pas capable d'acheter par toi-même. Voilà. Mais on demandera aux Troyens si ça se passe bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, le modèle ne semble pas fonctionner, quoi. Mais est-ce que Troyes est fait pour jouer la Coupe d'Europe? Non, mais entre jouer la Coupe d'Europe et risquer la descente en nationale. Mais même s'il descendait en national et remonterait, ça serait pas dramatique. Sincèrement, ça serait pas dramatique. Alors moi, je pose une vraie question philosophique. Est-ce qu'on préfère être Dunkerque tout seul dans son coin à jouer un petit football spectacle en Ligue 2, club de la cité, ou être Troyes qui perd son âme en étant un satellite lointain de Manchester? C'était quoi l'âme de Troyes? Après, club sans âme peut-être, mais du coup... Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que... c'est Benjamin Nivet, voilà. Non, mais il y a une histoire, il y a... Voilà. Mais tous les clubs ont une histoire si on va par là. Mais c'est quoi son potentiel public? Oui, mais c'est pas plus que Lorient, hein, si on va par là. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais donc, du coup, ça veut dire que ce sont plutôt des clubs qui sont là pour animer la cité, voire plus si tout se passe bien. Oui. Bien entendu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un club de ce profil. Donc, première option, élargir la surface financière. En fait, ça veut dire. Est-ce que c'est la seule, justement? C'est une question qu'on nous a posée pour vous sur les réseaux sociaux. C'est est-ce que finalement, on est l'arrivée d'un Bill Foley, donc c'est-à-dire d'un copropriétaire multimilliardaire, c'est pas la seule option pour un club de notre envergure pour exister quelque part dans ce championnat de Ligue 1. En tout cas, c'est celle que Loïc Ferry avait envisagée à notre micro, parce que c'est clairement ce vers quoi il nous emmenait. C'est normal, parce que s'il fait pas ça, c'est lui tout seul qui assume le risque. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, la question, il faut peut-être la poser de deux façons différentes. Quelle est la volonté des supporters et quel est l'intérêt du propriétaire ou de l'actionnaire? Ouais, bien sûr. Le propriétaire, l'actionnaire, il a besoin d'un parachute. Et
Et ça, après, on peut penser ce qu'on veut du propriétaire. Par exemple, Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Loïc Ferry a augmenté son risque en faisant des transferts qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir au FCL, c'est-à-dire des 8, 10, 11, 12 millions, et d'augmenter de manière assez sensible certains salaires donnés à des joueurs sur les 2 à 3 dernières années. Oui, à une période où le football français, qui a été très frileux pendant très longtemps, Exactement. S'est mis à ce que j'évoquais, sur les derniers mercatos, on a surinvesti. Donc, surinvesti, oui, on a investi plus que dans le passé. Donc, si on se met à la place de Loïc Ferry à ce moment-là, c'est soit il reste prudent et comme ses petits camarades s'arment plus, il prend le risque de descendre plus vite, soit il essaye de se renforcer pour essayer, sur un malentendu, de se maintenir. Et après, c'est une aventure sportive. Mais quand je reviens sur la position du propriétaire, si on prend le cas d'un club que vous n'allez peut-être pas considérer comme breton, mais le FC Nantes, vous le considérez comme breton ou pas? Oui, bien sûr, aucun débat. C'est breton, c'est la Bretagne. J'ai pas toujours entendu ça avec certains bretons. Mais bon, admettons. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur Kita? Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est son argent qu'il met sur la table à chaque fois. Faut respecter aussi le fait qu'il faut mettre de l'argent, parce que s'il n'y a pas Kita, je suis pas sûr que Nantes serait encore en Ligue 1 aujourd'hui. Hein. Nantes serait peut-être comme Bordeaux. Sous l'ère Kita, il navigue entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, je dis pas le contraire. Je dis pas je sais pas s'ils auraient fait mieux, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'ils auraient fait pire? C'est pas sûr non plus. Pire, ils auraient pu être Bordeaux. Hein. Oui, bien sûr, oui, non, mais ça c'est possible aussi. Ouais. Donc, clairement, un club comme Nantes n'est pas là où il devrait être. Là, c'est-à-dire, normalement, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, Nantes, je le mettrais plutôt dans le deuxième tiers du championnat de Ligue 1 et pas nécessairement dans le troisième, là où Lorient peut être. Lorient peut être dans le troisième tiers de Ligue 1 et dans le premier de Ligue 2. Et puis, comme Brest d'ailleurs, et puis sur une belle aventure humaine, celle de Brest, on peut faire mieux. Mais la place de Brest, elle n'est pas là où elle est aujourd'hui. Bien sûr. Sur 50 ans, Brest en Ligue des Champions, ça ne va pas se reproduire très, très souvent. Hein. Mais, et bravo à eux, hein, parce que ce qu'ils font est magnifique. Moi, je ne le critique absolument pas. Mais son potentiel n'est pas celui-là. Oui, on parlait des leviers justement d'action pour les clubs français, et notamment le FC Lorient. Ces dernières saisons, il y a eu au centre de formation quelques joueurs qui sont sortis, un meilleur maillage local et une génération locale qui a été très forte, qui a été valorisée. Est-ce que finalement la Ligue 1 peut aussi peut-être s'inspirer de clubs étrangers? Donc je pensais à Bilbao ou la Real Sociedad qui sont l'exemple 5 étoiles. Mais finalement, essayer de réfléchir à mettre en place une culture locale pour finalement développer quelque chose sur le long terme au-delà et sortir un peu de cet aspect financier qui est compliqué aujourd'hui. Alors, je suis d'accord. Par rapport à quels sont les leviers? Donc, on a évoqué le levier d'avoir une surface financière importante avec des investisseurs qui nous rejoignent. Ça peut être plus facilement le cas, soit parce qu'on est en multipropriété, et donc là, il y a un intérêt sportif. Mais je trouve que l'écart entre Bournemouth et le FC Lorient n'est peut-être pas le plus optimal dans une approche multipropriété. Mais bon, après, c'est pas moi j'étais pas dans les discussions, donc j'imagine que c'est Loïc Ferry a trouvé que c'était le bon deal. Il peut y avoir un sujet d'optimisation de mon centre de formation qui me permet d'avoir des joueurs de talent à moindre coût si je travaille bien. Donc, ça veut dire que l'enjeu, là, ça va être surtout la détection. Parce que derrière, bien travailler, normalement, on sait, hein, il faut avoir de bons entraîneurs, de bonnes infrastructures. Mais si je n'ai pas les bons gamins à la base, je ne vais pas sortir, je ne vais pas faire de miracle. Donc, il y a un sujet de détection. Et puis, il y a un autre sujet qui est l'optimisation de mes revenus. Ça va être notamment le public. Si on regarde des clubs comme... un club comme Munich 1860 qui se retrouve en 3e division allemande. Dans un stade de 18 000 places, ils font 18 000 spectateurs de moyenne.
Si on va en Angleterre, on va se retrouver avec beaucoup de clubs qui vont avoir 20-25 000 spectateurs de moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui serait important pour Lorient, je pense, c'est de réussir à faire beaucoup plus de se rapprocher de 100% de sa capacité de remplissage, même en Ligue 2. Donc, de développer l'attachement au club. Moi, je suis l'orienté, je suis derrière mon club, qu'il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, je suis là. Alors, quand je dis ça, c'est déjà, ça progresse. Hein. J'ai cru voir que vous étiez à 11 000 spectateurs de moyenne en Ligue 2. Vous étiez à 15 000 en Ligue 1, donc il n'y a pas tant d'écart que ça. Et là où, si on remonte il y a 10 ans, quand vous étiez en Ligue 2, vous étiez plutôt à 8 000. Tout à fait. Ouais. Donc, ça progresse. Mais ça serait important que même en Ligue 2, Lorient soit à 16 000 spectateurs de moyenne. Donc, il y a un travail. Le club doit travailler pour faire en sorte qu'il y ait un attachement au club plus important. Donc, s'il fait ça, il progresse au niveau de ses revenus. Et s'il travaille bien sur la formation, il progresse au niveau de ses coûts. C'est-à-dire qu'il a du talent qui lui coûte moins cher parce que moins de transferts et probablement moins de salaire. Parce que les joueurs que je forme me coûtent souvent moins cher en salaire que ceux que j'achète, que je recrute. Oui, l'attachement au territoire, c'est quelque chose que le club développe beaucoup. On voit dernièrement, il y a beaucoup d'opérations de com. Cette saison, il y a. Non, mais comme quoi, ce que vous dites est tout à fait juste. On l'observe aussi, donc c'est vraiment intéressant d'en discuter. Ouais. Oui, mais je vous crois, je vous donne les pistes vues de très loin. Je ne suis pas l'orienté et je ne vois pas comment le club travaille. Donc, c'est pas. Il n'y a aucune notion critique de ma part par rapport à ça. Non, c'était pas ça l'idée, c'était simplement de confirmer ce que vous disiez. Oui, voilà, exactement cette piste de s'accrocher au territoire, de développer. C'est logique. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, tout le monde était pour Rennes ou Nantes. On habitait à 10 km de Lorient. Hein. Tout le monde était pour Rennes. Les gamins de mon âge, ils étaient tous pour Rennes ou Nantes. Moi, je choisis Lorient parce que. Pour faire un peu contre tout le monde, quoi. Mais mon papa m'a amené au stade et voilà, c'est parti. Mais ouais, tout le monde était pour Rennes ou Nantes. Aujourd'hui, on voit plein de gamins quand on se balade avec des maillots des Merlus. Alors, on voit encore des petits avec des maillots du PSG, de qui vous voulez, mais on en voit un peu plus qu'à mon époque, en tout cas, avec des maillots Merlus. Donc, ça se développe. Raph, tu allais poser une question, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Ouais, non, c'était aussi pour remettre en contexte le fait que même s'il y a un développement, par exemple, si on parle de manière très bête et méchante, le fait de passer de 11 000 ou 10 000 spectateurs à 14 ou 15 000 en Ligue 2, c'est pas, certes, ça va faire gagner un petit peu plus au club, mais du coup, ça reste dérisoire versus ce que le club peut gagner, notamment en valorisant ses joueurs tout de même. Oui, mais il y a deux dimensions au niveau du public. Enfin, il y a même plusieurs dimensions. Si je passe de 11 à 14 000 spectateurs de moyenne, je n'ai pas de coûts supplémentaires parce que j'ai autant de stadiers, j'ai autant de lumière, j'ai autant d'électricité à 11 qu'à 14 000. Ça ne change rien. Ouais, alors, c'est juste que oui et non, dans le sens où, par exemple, Lorient prévoit une 10-11 000 et, par exemple, ferme une partie d'une tribune. Bon, bref, mais ça reste du détail, on se parle de... Sincèrement, le coût, il est marginal. Oui. Ça veut dire que les 3-4 000 que je vais aller chercher en plus, c'est de la billetterie, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est de la marge. Puisque marge pure. Tous mes coûts sont déjà absorbés, d'accord ? Donc, je gagne ça. Plus j'ai de spectateurs dans mon stade, plus je vais avoir des recettes additionnelles. C'est beaucoup plus facile de vendre des maillots, des écharpes ou des produits dérivés. Plus j'ai du monde, plus j'en ai. Donc, je récupère là-dessus aussi. J'ai plus de valorisation pour mes partenaires. Mes partenaires, ils sont dans une plus grande dynamique. Donc, c'est plus facile par rapport à ça. Et l'autre levier qu'il faut développer, alors là, c'est un sujet où la France est très faible, c'est encore un handicap. C'est nos réseaux sociaux. Nos communautés sont trop faibles. Nos communautés sont beaucoup trop faibles. Moi, excuse-moi, je ne comprends pas comment les tenants des droits d'image de la Ligue n'ont toujours pas compris que la NBA, la NFL, la NHL, la MLB ont leurs droits d'image. Tout est sur YouTube. Nous quatre, là, on pourrait prendre des images du match d'avant, machin, les poster sur YouTube, faire des analyses. Ça fait de la pub gratos pour les clubs. Et chez nous, tout est bloqué. Donc, ça fait partie, je pense, peut-être de ce que vous alliez mentionner, non ? Oui, mais après, il peut y avoir pas mal de choses. Mais les clubs ont
après samedi minuit ou dimanche minuit selon les matchs, ils récupèrent les images et ils peuvent les exploiter. Mais ils pourraient travailler avec des influenceurs en leur disant moi j'avais vu aux États-Unis par exemple, il y avait un club de baseball, enfin une franchise de baseball qui était assez loin des autres en termes de performance sportive et économique. Et à un moment donné, ils ont créé une tribune d'influenceurs. Comme il y a une tribune de journalistes, une tribune d'influenceurs. Et dans la tribune d'influenceurs, ils leur assignaient des objectifs pour faire parler du club, et puis ils leur mettaient aussi des moyens à disposition. Dans les moyens, pourquoi ils ne mettraient pas à disposition la photothèque ou les images du club? Parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est que ça diffuse, c'est que ça cascade. Ah, bien sûr. Que fait le club pour faire savoir ce qui est bien? Mais s'il y a un team de 5 ou 10 influenceurs, peut-être vous pour le FC Lorient, vous allez, le FC Lorient va se garder la primeur du résumé de match ou de certains trucs, mais il peut vous donner de la matière parce que vous allez continuer à développer l'image du club. Ça peut être un axe. En tout cas, les communautés sont pas assez travaillées. C'est un facteur d'expansion, hein, c'est clair, et surtout d'aller chercher de nouveaux supporters, un peu plus jeunes aussi, etc. Oui, mais regardez, je n'ai pas les études et les chiffres particuliers, mais vous êtes breton. Il y a des régions qui sont pires que ça à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez une identité. La Bretagne a une identité forte. Il y a une diaspora des Bretons. Il y a une diaspora des Bretons qui sont à Paris, mais il y a des diasporas de Bretons aussi aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Qu'est-ce qui est fait pour travailler la diaspora? Je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas les chiffres. Peut-être que c'est 15 000 mecs. À ce moment-là, il ne faut peut-être pas se faire des nœuds au cerveau. Mais c'est peut-être pas ça. Hein. Nous, on le voit. Je pense que avec les Merlus de Paris, je pense que Raph, tu peux en dire deux mots. Ça fait une belle transition. Mais c'est pas fait par le club, quoi, on va dire. Oui, c'est pas fait par le club. Oui, mais ça reste, on va dire, une petite initiative. Voilà, je veux dire, on a un groupe de supporters en effet à Paris qui s'appelle les Merlus de Paris. On a 170 personnes dans le groupe et près de 100 adhérents. Mais voilà, ça reste une initiative, on va dire, en dehors de ce que peut faire le club. Mais oui, il y a une aura du FCL qui peut se retrouver à droite et à gauche. Difficile de la retrouver, je pense, en dehors de Paris, parce qu'il y a une centralisation à ce niveau-là, mais ça reste, c'est pas ça qui va faire vivre le club de toute façon, mais bon, ça reste une surface de communication supplémentaire aussi. On parle du FC Lorient et ok, il y a 170 membres des Merlus de Paris. Mais quand je dis ça, le FC Barcelone, alors on ne parle pas du tout de la même dimension, hein, mais le FC Barcelone, tous les ans, invite toutes les pays à Barcelone. Exactement. Je ne sais pas combien de clubs de supporters dans le monde il y a de l'OM. Je ne sais pas combien il y en a de l'OL. Mais qu'est-ce que font ces clubs pour les entretenir? Quand on parlait tout à l'heure du développement marketing à l'international, qu'est-ce que l'on fait? On a les Anglais, leurs droits internationaux, c'est parce qu'ils ont surtout, et depuis très longtemps, travaillé le Commonwealth, leurs anciennes colonies. Nous, on peut se balader dans nos anciennes colonies. Hein. On va voir des maillots du Barça, du Real, de la Juve. On devrait voir des maillots du PSG, de l'OM, de l'OL. Qu'est-ce qu'ont fait nos clubs? Et que fait la Ligue? Que fait la Ligue? Vaste sujet, que fait la Ligue? Ouais, bien sûr. Si on avait une heure en plus, on pourrait parler de ça, ouais. Oui. Du coup, ça fait déjà une petite heure qu'on est en train de discuter. Oui. Vincent, merci beaucoup. Petite question avant de vous laisser. Comment vous voyez le futur d'un club comme le FC Lorient? Alors, est-ce que vous pensez qu'on a quand même une chance d'exister dans cette Ligue 1 ou alors qu'on est condamné à naviguer, Ligue 2, être dans le troisième tiers et le premier tiers de la Ligue 2, comme vous nous l'avez dit? Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités à court terme, à moyen terme? Alors, je pense que le premier tiers, l'écart entre le premier et le 2 et troisième tiers va s'agrandir de par ce qu'on a évoqué,
parce que ce premier tiers jouant la Coupe d'Europe va avoir des revenus de Coupe d'Europe que les autres n'auront pas, et comme on est planté au niveau des droits télé pour au moins 3-4 ans, l'écart va s'accroître. Donc, je crois que le premier tiers va se détacher. Je crois que le 2 et le 3e tiers vont se rapprocher, en revanche. Ok. Et dans le 3e tiers, il y a des clubs qui vont être en difficulté, c'est ceux qui n'ont pas d'actionnaires avec une surface financière importante. Donc, ce qu'a mis en place Loïc Ferry avec Bill Foley devrait amener le FC Lorient à être plutôt dans le 3e tiers de Ligue 1, qui peut être proche du 2e tiers, en fait. C'est-à-dire que selon vous, un Lorient sous 5 ans est plus solide qu'un Montpellier, par exemple? Clairement, s'il suffit de reprendre les prises de parole de Laurent Nicolin, et on se rend compte que aujourd'hui, il ne veut plus remettre au pot. Donc, s'il veut plus remettre au pot, il va faire vivre le club. Il va le gérer en bon père de famille. Ça veut dire qu'il ne va pas. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, où Loïc Ferry a pris le risque de réinvestir pour essayer de maintenir le club. De ce que je comprends de Laurent Nicolin, il ne le fera pas. Donc, ça veut dire qu'il se maintiendra avec une équipe avec les moyens du bord, ou il redescendra en Ligue 2 avec une équipe qui ne lui coûtera pas un bras. Mais la tendance de Montpellier, c'est plutôt une tendance à la baisse, hein, forcément. Ouais. Après, il y a des clubs comme Angers qui sont en danger, clairement. Hein. Et après, il peut y avoir un aléa sportif. Saint-Étienne, s'il venait à redescendre, est détenu par un milliardaire canadien, ça ne serait pas dramatique, il remonterait. Nantes, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, je pense que Kita peut commencer à se fatiguer de mettre au pot et de continuer à se faire bouger ou se faire insulter. Donc, je ne sais pas dire, mais voilà. Après, un club comme Reims a pris de l'avance avec la vente d'Ekitike. Donc, ils ont une année d'avance en termes de budget. Ça devrait leur permettre d'avoir un matelas en cas de problème. Brest a au moins une année d'avance. C'est un budget, normalement, Brest, c'est autour de 40 millions d'euros. Là, au moment où on se parle, ils ont déjà gagné 50 millions d'euros avec la Ligue des Champions. Donc, ils ont déjà un an de budget d'avance. Donc, ça veut dire que si jamais ça se passait mal, ils ont de quoi amortir la chute. Ça veut dire qu'ils ont, parce qu'en prize money, c'est à peu près 8 millions qu'ils ont récupéré là, entre les matchs nuls et les trades. C'est-à-dire qu'ils ont. Ils sont à 48 millions. Parce qu'il y a le fait d'avoir, en Ligue des Champions, vous avez déjà 15 millions. Ouais. Et après, vous avez 3 millions, vous avez 1 million par point. Donc, ils ont gagné. Eh oui, ça va vite. D'accord. Et après, vous avez ce qu'on appelle le market pool. Le fait que la France, les diffuseurs français payent plus de 350 millions d'euros à l'UEFA, et donc il y a une partie de l'argent qui redescend. C'est-à-dire que le PSG, actuellement, en étant moins bien sportivement que Brest dans la Ligue des Champions, est sûr de récupérer au moins 70 millions d'euros. D'accord. Oui, donc Brest ils ont eu un an d'avance, et donc voilà. Donc finalement, l'arrivée de Bill Foley, on a entendu beaucoup de critiques, et il y a aussi le côté philosophique dont parlait Raphaël. Est-ce qu'on veut mettre en danger l'identité d'un club, etc., etc. Mais c'est aussi, si on veut exister, c'était peut-être bien joué de la part de Loïc Ferry, visiblement. Économiquement, c'est bien joué. Ouais. Et comme mais, on l'a dit, mais un club sans économie, c'est plus un club. C'est ça. C'est l'heure qu'on vient de passer ensemble vient de nous l'expliquer noir sur blanc. S'il n'y a pas d'argent, ça tourne pas, et visiblement le foot français a besoin d'argent. Donc, on aura peut-être une chance de s'en sortir. Tous les footballs ont besoin d'argent. Après, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir l'argent? Là, on vient d'avoir le trophée des champions. Nous, c'est un match qui rapporte 2 millions d'euros aux vainqueurs et 1 million d'euros aux perdants. Les Italiens et les Espagnols, ils sont sur un Final Four. Et le Final Four pèse 8 millions pour les Italiens et 6 millions pour les Espagnols. Nous, ça pèse 3. Donc, comment on s'organise? Je parlais tout à l'heure des barrages pour la Ligue 2.
on n'a pas organisé les barrages pour que ce soit un produit vendable, on a organisé les barrages pour sauver un club de Ligue 1. Quelle est notre philosophie ? Voilà. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tout à l'heure, vous expliquez qu'aussi, il y a un produit qui se vend, c'est un stade qui est plein. Il y a la gestion des supporters, notamment pour les déplacements, etc., si on compare à l'Allemagne, qui est catastrophique. Donc, ça fera l'objet d'un autre rendez-vous. On sort pas. Super. Mais merci beaucoup, Vincent Chaudel, d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt. On vous recontacte alors. Exactement. Et en attendant, je vous souhaite d'aller jusqu'à la fin sur le podium et puis de remonter. Rendez-vous en Ligue 1. On va pas être trop plus. Allez, merci bon beaucoup. courage. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent. Au revoir. Voilà ce qu'on pouvait dire avec notre invité du coup sur ce qui nous attend au mercato. Bon, visiblement les gars, il va pas se passer grand chose. On n'a pas de sous et les joueurs sont trop chers. Donc, il faut remplir le stade. Voilà. Faut remplir le stade, ça c'est important. On va parler un petit peu quand même des récents matchs du FC Lorient, en commençant par le match de coupe qui nous a régalé, Lucas. Match à Cannes contre une N2, tirage hyper favorable. L'Olivier Pantaloni, j'allais dire Loïc Ferry, pas du tout. Olivier Pantaloni fait tourner et on se fait retourner par Cannes. C'est totalement. Franchement, sur le début de match, je l'ai pas trop senti venir. Bon, il y a eu le premier but, mais finalement, on se dit qu'on est peut-être pris un peu à froid dans un stade, qui peut être un terrain qui peut être compliqué à pratiquer. Mais finalement, on n'est pas du tout rentré dedans. Et en fait, ce que j'ai eu l'impression que c'est tout le match. En fait, on pensait que notre moment allait arriver. On s'est précipité. On n'a jamais vraiment pris le temps de se dire, finalement, qu'est-ce qui ne va pas, repartir sur nos principes de jeu. Non, finalement, c'était l'AS Cannes doit être bien inférieur techniquement à nous. Donc, finalement, on est tombé dans la facilité en pensant que finalement l'écart de niveau allait faire la différence. Certains ont essayé de marquer individuellement, mais c'était totalement inoffensif, donc très déçu, et d'autant plus avec cette perspective d'aller loin cette année qui était forte. Donc très dur à digérer. Raph. Ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec Lucas, c'est rare, je suis obligé de le signaler. Nous sommes tout simplement pas rentrés dans ce match, on s'est fait bouger dans tous les duels, etc. C'était très agressif, etc. Et c'est clair qu'ils ont eu un peu de réussite sur des frappes de loin, mais aucune réaction du coup du groupe et franchement match insipide. Enfin, moi je suis pas d'accord, j'ai jamais vu Lorient être en mesure de remporter ce match. Donc pour moi, non, mais je me suis mal exprimé, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, Lorient est passé à côté de ce 16e. Je suis d'accord avec Lucas sur un point, c'est que Boulevard derrière. Donc c'est. Alors Boulevard, pourquoi ? Non, mais pas Boulevard, mais tu joues un 8e où tu sais que avec les éliminations des autres clubs, tu te dis qu'il y a un truc à faire, quoi. Voilà, le parcours. Il y a un truc à faire. Parce que le Boulevard pour la finale, je pense qu'on en est loin. Peut-être pas la finale, mais en tout cas Boulevard tu pouvais taper un bon 8e abordable. Ce qui t'offrait un joli quart de finale et un quart de finale au moustoir. L'objectif, on a dit que c'était 8e ou quart, tu vois, c'est déjà énorme. Non, tu peux pas sortir contre une N2 de cette façon. Moi, quand il y a 2-1, Théo Lebris qui égalise, ça faisait plaisir le but de Théo Lebris. Je me dis, tiens, c'est bon. Tu vois, le 2-1 assez tôt dans le match, je me dis, allez, on peut. Et en plus, alors. Les 5 minutes juste après, il n'y avait rien. Tu vois, tu sentais que c'était. L'enfer. Parce que. Il y a pire qu'aller à Cannes pour voir ça. Il y avait regardé sur. Alors, moi, je regardais ça sur Bein, sur un fournisseur, qui soutient pas le football français. Et il y avait un décalage. Et on était plusieurs, parce qu'on en a parlé sur les réseaux. Il y avait un décalage son-image. Donc, j'avais l'image, mais le son en avance. C'était irregardable. Du coup, j'ai coupé le son pour pas me faire emmerder. Mais c'était. Donc, sans le son, c'était un enfer à regarder. Vraiment un enfer. C'est une très, très mauvaise soirée. Ils sont à 2 doigts de mettre 3 buts. Ils sont à 2 doigts de mettre 3 buts. Oui. Mais en fait, sur un match comme ça, finalement, on se dit, on n'est pas du tout dans le match, on n'est pas rentré dans le match, mais finalement, sur la longueur, physiquement, et c'est ce que les commentateurs disaient aussi, on se dit que Cannes va peut-être pas tenir physiquement, et sur la fin de match, on va pouvoir débloquer le match par le talent individuel, par des erreurs adverses parce qu'ils vont pas réussir à ressortir le ballon. Mais finalement, attention, on l'a pas Cannes, aucune si tu regardes les joueurs, du gâchis.
Non, mais il y Si a tu regardes erreur l'effectif de Cannes, ils ont tous connu la Ligue 2 à un moment ou un autre. Hein. Ça, c'est vrai aussi. il y avait C'est de la pas des qualité. c'est pas des mecs qui bossent à Intermarché le dimanche Non, matin. bien sûr. Voilà. Non, C'est ça. mais je pense. Alors, je vais vous poser une question, mais je vais vous demander si on a balancé le match. On a balancé la coupe. Bon, je pense pas. Ah ouais, Est-ce qu'on a pris l'adversaire un peu de haut? peut-être. Je pense. En tout cas, eux, ils ont joué. Est-ce que vous pensez qu'on a balancé la coupe? Non, je C'est-à-dire pense que- juste que l'équipe a pas répondu dans l'engagement. Et autant le premier but qu'on encaisse, compliqué, rien à dire. Enfin, je veux dire, tu peux en prendre des buts comme ça. Autant le Oui, deuxième, c'est une belle. Ouais. ouh là là, Vraiment, ouh c'était la compliqué, perte hein. de balle sur le côté, pas d'agressivité sur le joueur, frappe, t'as l'impression que c'est une belle frappe, et c'est pas une bonne frappe. Ça rebondit avant d'arriver dans les cages. Le gardien qui se trouve, tout le monde est à la rue. En fait, ce but est symptomatique de notre match à Cannes, c'est-à-dire 0. Donc, ce but-là est catastrophique. Hein. Regardez-le de A à Z. C'est ça. Et en plus, si on regarde finalement sur la compo, donc on parlera du match de ce week-end après, mais en fait, un joueur comme Makengo, comme Fadiga, comme Lebrise, Diarra qui s'est blessé très tôt, James, finalement, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas forcément, qui sont pas du tout dans la dynamique cette saison de la Ligue 2. On a fait un mix, c'est aussi l'objectif de la Coupe de France, c'est faire donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas. Mais est-ce que finalement, on a peut-être, sur la part des joueurs titulaires, mis un pourcentage trop important de joueurs qui n'avaient pas du tout d'automatisme. Et finalement, ils n'ont rien réussi à créer, il n'y a pas eu d'osmose et pas eu de caractère face à des joueurs finalement où, comme vous le disiez, il y a des joueurs qui connaissent Osmose Mendy qui était absent malheureusement. Et regarde, par exemple, si on regarde en face, il y avait quand même Sheikh Ndoye et finalement, et comme vous l'avez dit, beaucoup de joueurs qui ont déjà joué en Ligue 2 ou en National. Donc, eux, leur collectif était solide. Et je pense que ça a pesé dans la balance. Intrinsèquement, on s'est rapproché d'eux en émettant un panaché Ligue 2 plus joueurs que. Si. T'as mis des joueurs pros. T'as ton gardien remplaçant, t'as ton arrière-gauche qui est pas là, t'as Fadiga qui c'est son premier match officiel, Non, je suis pas d'accord. Tu dois rivaliser. Tu dois rivaliser, mais aujourd'hui, on est dans le collectif et intrinsèquement, on s'est rapproché d'eux et ils ont mis un supplément d'âme dans l'impact égal match jouable. Après, il y a autre chose, attention. Tu as un groupe pro de 25-26 joueurs, là, j'ai plus le chiffre exact en tête. Il y a des mecs, tu es obligé de les concerner d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. T'as des mecs, parce qu'il y a une partie management, de l'effectif. Des mecs qui jouent pas en coupe, ils jouent pas en championnat, ils jouent pas en coupe. À l'entraînement, ils vont plus en foutre une ramée, et ils ont bien raison. T'as cette côté management, humain, faire jouer des mecs. Je vais vous parler de Stéphane Diarra, c'est quand même le drame de ce match, je trouve. Premier match, 2 ans d'absence, premier match, il a joué 6 minutes. Blessure musculaire. C'est même pas, il y a un contact ou quoi. Non mais c'est horrible pour lui. Enfin, franchement. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est terrible. Quand on repense à un autre joueur qui avait eu 2 grosses blessures similaires, malheureusement, c'est Mohamed Mara, justement, qui maintenant est en National 3, alors que c'était finalement une pépite. Qu'il avait fait des débuts en Ligue 1 tonitruant, qu'il avait des vraies qualités intrinsèques. Et finalement, il n'a pas du tout réussi à revenir de ces blessures-là. Il a perdu toute sa vivacité et il se blessait très régulièrement. Et je pense que Stéphane Diarra, c'est un cas similaire. Je ne souhaite pas ça. J'espère qu'il reviendra. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Quand pendant 2 ans, tu as perdu ton hygiène de vie athlétique de sportif professionnel, en fait, le corps ne répond peut-être plus. Ouais, non, puis en plus, c'est un joueur qui, alors certes, il a été blessé là 2 ans, mais c'est un joueur qui a un historique de blessures, mais assez conséquent. Quand il était chez nous, rappelez-vous l'époque où parce que depuis il a changé de crèmerie, mais le vendeur de chevaux là, il nous expliquait que c'est bon, Stéphane Diarra, il va aller mieux parce qu'il a changé de cuistot. Oui, peut-être que l'hygiène de vie était pas bonne, mais ça reste toujours un joueur qui était il n'y a pas que la nourriture. Sujet aux blessures. Là, le pauvre, franchement, quand c'est 6 minutes de jeu, c'est son premier ballon, enfin ça fait mal au cœur, quoi. Tu vois, on est les premiers à tailler les mecs et tout. Bon, mais quand même là. Non, mais là, il faut, c'est au-delà du footballeur et du professionnel. C'est juste l'humain. Enfin, c'est horrible, quoi.
Puis en plus, on le voyait sur certaines ça. images et tout, il revenait, il était dans le groupe, il était, on le voyait super motivé, tu vois, Ouais, je ambianceur crois et que tout. je crois que c'est dans les vestiaires au Ouais, c'est Vélodrome ça. face à Martigues où il est. Je crois que c'est ce match-là ou un autre où Peut-être, ouais. il est dans le collectif, etc. T'as un chauffeur de salle, quoi. Donc, ouais, là, Fat Costaud. Donc voilà, si tu nous écoutes, Stéphane, bon C'est courage. ça. Et bravo Et d'avoir juste cité pour. Nagui, le tueur de chevaux. Oui. Non, je dis juste pour finir là-dessus, c'est un peu le syndrome aussi des joueurs avec une grande vivacité. Si on a le gros exemple un peu européen, parce qu'on a parlé de football européen avant, mais ou un Ousmane Dembélé ou des joueurs comme ça très 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 rapides sur les appuis. En fait, il y a Très fragile. une aptitude à se blesser qui est très forte parce qu'ils vont avoir des changements d'appui très très rapides et du coup malheureusement pour lui, il paye les conséquences. Défaite méritée? Oui. Oui, Voilà. oui. Élimination méritée. Faut même pas le débat. Oui, totalement. Très belle relance, Raph. Non. Oui, totalement mérité. Par contre, ensuite, donc, la suite. Alors, moi, c'était plein de résignation quand j'ai pris la route de Dunkerque. La route psychologique, évidemment. Psychologique. Ils sont pas nombreux à être allés à Dunkerque, on les félicite. Enfin, pas nombreux. Il y avait un petit contingent, Merlu, c'était sympa. Des supporters, hein. Ben voilà, première victoire à l'extérieur. Enfin, première, depuis un très long moment. Et première victoire à l'extérieur chez un... Troisième Oui, victoire. non, mais première victoire à l'extérieur chez un solide, Concurrent un sérieux, direct. un concurrent direct. Victoire 1-0, Raph. Ça a commencé très fort. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match. J'ai juste vu le résumé sur YouTube. La seule occasion dunkerquoise qui monte sur le résumé, c'est un pauvre coup franc dans les mains de Vogo, que je pense que j'aurais arrêté aussi. Et Lorient peut en mettre 3-4. Hein. Clairement. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est solidité derrière, du jeu, de l'envie, pas mal de duels gagnés, un milieu de terrain new look, puisque du coup, Arthur Avon-Mebong a pris la place d'Abergel pour ratisser devant la défense et laissant Makengo un petit peu plus libre offensivement. C'est probablement d'ailleurs Jean-Victor Makengo son meilleur match avec nos couleurs. Ça a fait plaisir de voir comme on l'appelle dans le podcast depuis samedi. qui en Italie fait parler de lui. Là, Jean-Victor Makengo, Gianni Victorino Makengo, mamma mia, che bello. Non, et concrètement, il a pu casser les lignes, plusieurs récupérations. Je l'ai senti assez à l'aise. Donc ça fait relativement plaisir. Un peu déçu de la prestation de Vuka. Je n'ai pas trouvé Tony Truant, quoi. Il nous a fait par intermittence voilà. Ponceau, mi-figue, mi-raisin, mais plus raisin que figue. Ça, c'est pour Julien. Alors franchement, c'est vraiment dommage de pas... Parce que là, évidemment, le titre de l'épisode, ça va être qu'on avait l'invité, Vincent Chaudel. On l'avait déjà fait. Plus raisin que figue. Ouais, mais là, on aurait mis plus raisin que figue. D'accord. Et puis non, offensivement... En fait, Makengo, il t'en rate 3, quoi. Ça peut être son match, quoi. Ça peut être le MVP de la journée easy, mais il t'en rate deux toutes faites, une troisième, bon, moins évidente, et Pagis qui reçoit une offrande et qui, du coup, la met pas au fond. Mais Ouais. où est notre instinct de tueur devant les cages? Bon, après, le gardien fait une nouvelle fois un match... Tony Truant, mais non, moi ce que je retiens, c'est notre 5e clean sheet là sur les derniers matchs là, donc solide charnière défensive avec Talbi et Laporte, et donc. Je pense qu'on le signer pour Laporte finalement qui fait un retour très très costaud et qui a su vite revenir au niveau après les blessures. Ouais. Ça pouvait être une interrogation justement. Et on voit que le duo avec Talbi, là, il a été. On retrouve la sérénité. Voilà, on retrouve la sérénité et les automatismes. Relance. Et moi, j'avais quand même envie de suite. Dans les airs aussi. C'est ça. Tony Truant, voilà, ils ont chacun leur particularité. Ça. Moi, j'avais quand même envie de citer le fait que finalement Dunkerque, c'est un peu l'équipe, la plus belle équipe de Ligue 2. Et c'est pour ça qu'on leur a pris 6 points. Non, mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est que tous les week-ends, elle est décrite comme l'équipe qui pratique le meilleur football. Et face
face à Lorient, elle n'a pas du tout existé. Alors, est-ce que c'est Lorient qui les a fait déjouer? Est-ce qu'ils ne sont pas rentrés véritablement dans leur match? Mais je pense quand même je pense qu'on a quand même une grande part de responsabilité et il faut souligner ça aussi. C'est que aujourd'hui, Je comprends pas. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut jouer moche face à Lorient et défendre pour essayer de les mettre en déroute. Si tu ouvres le jeu, tu perds face à Lorient, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas du tout ça. C'est que justement, on a réussi à les faire déjouer à domicile, là où ils étaient imprenables depuis le début de saison. Je crois que c'était sur 8 victoires consécutives à domicile. Ah bon? Dunkerque. Oui. Je suis quasiment sûr de ma stat. Oui. Non, je suis totalement. Si, ils étaient imprenables. En tout cas, voilà. Bien sûr. Alors Oui, peut-être 8 matchs sans défaite, mais 8 victoires, non. Ah non. Parce que Lorient était les seuls à faire ça. T'es sûr que c'est 8 victoires? Fact-check. Si on regarde rapidement, la dernière défaite à domicile. Alors, je suis sur la Ligue 1, donc c'est pas moi qui vais vous aider. Non, c'est pas ça. Classement à domicile, Dunkerque, 8 victoires. Wow. Voilà. Fact-checking, les décodeurs. Élise Lucet, bonjour. Voilà. Je me prosterne devant dans mon Lucas. développement, là, Vas-y, Lucas, te laisse voilà, pas. on a réussi à les faire déjouer. Et je trouve que cette saison, finalement, bien qu'on ait été défait de nombreuses fois à l'extérieur, je trouve pas que dans les grosses équipes, en tout cas de Ligue 2, en fait, on a réussi à faire déjouer énormément de monde. Et ça, c'est hyper pertinent pour la suite. Donc voilà, victoire à Dunkerque, le FC Lorient en tête. Belle opération, puisque derrière, ça patine. Ça patine et ça se regroupe. Je vois Guingamp qui revient. On en parlait de Guingamp la dernière fois, là, quand on parlait des équipes qui nous plaisaient. Guingamp, ça revient. Le PFC n'en peut plus de s'écrouler. Lucas, j'ai plus la stat dont on parlait. C'est 2 victoires sur les 10 derniers matchs, c'est ça? Tout à fait. Toutes compétitions confondues, donc c'est pas ouf. Donc ils ont perdu à Metz. Dans un autre. Alors il n'y a pas de derby en France, mais dans un autre choc de haut de tableau. Et puis Guingamp, voilà, qui remonte tranquillement. Par contre, pour Caen, rien ne va plus en bas de tableau, qui a perdu à Ajaccio. Je vais voir si on a posé des questions sur les réseaux sociaux. Enfin, on a posé des questions. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Question Opta Rafa. Quel est l'impact de la présence de la charnière Talbi-Laporte sur les résultats du FCL? Laporte, quand il est titularisé, on ne prend pas de but. Voilà, concrètement, c'est ce qui nécessite un contrat, évidemment. Oui, d'ailleurs, Loïc file un contrat à Laporte. File un contrat à ce gars. Mais ou Laurent Abergel, c'est lui. Est-ce que ça patine pas niveau salaire, justement? C'est peut-être là qu'est le. Non, mais je vois pas Laporte faire chier pour rester, sachant qu'on connaît son attachement au club. Pas sur une fin de carrière en plus, parce qu'il est quand même sur la fin. Non, mais est-ce qu'il y a une offre déjà? Une interview d'Arnaud Tanguy, justement, c'est cette semaine ou la semaine dernière, qui a dit justement que le dossier des prolongations ne serait pas ouvert tant que finalement sans assurance sportive de l'avenir sportif du FC Lorient. Donc finalement, je pense que c'est pas un sujet de Laporte ou de Ponceau, même si Ponceau ne voudra pas prolonger. C'est quelque chose qui est, je pense, qui est écrit, qui est dit et assez clair entre les joueurs et la direction. Pour vous, il n'y a plus de débat sur la charnière centrale? Ah bah non. Talbi-Laporte. Bien sûr. Donc c'était une question de Romain Eléguarche. Question de Georges Cadoudal. La victoire à Dunkerque est statistiquement irrationnelle. On gagne chez une équipe intraitable à domicile alors qu'on avait été nul à l'extérieur. Comment est-ce qu'on explique cette performance? Qu'est-ce qui a changé? En partie, avec ce que Lucas a évoqué. Je pense que c'est une équipe qui a ouvert le jeu. Tu parles de Lorient là, ou de Dunkerque? Non, c'est Dunkerque qui a ouvert le jeu. Enfin, en gros, ils ont le ballon, ils aiment bien avoir le ballon, et nous, on les a piégés là-dessus, sans forcément défendre très bas. Ça s'est joué essentiellement au milieu de terrain. On a été très peu mis à contribution derrière. Donc je trouve qu'on a super bien défendu, qu'on a su se donner des petites occasions aussi en contre. Pas forcément à chaque fois bien géré d'ailleurs. Mais non, on fait un match très, très cohérent dans la récup, avec
avec de la complémentarité au milieu, à Vomebong dans un autre registre que d'habitude, un petit peu moins chasse-patate et plus dans la gestion de la latéralité devant la défense, et puis Makengo, Ponceau, qui ont pu être aussi assez agressifs sur le porteur. Donc je pense, non, tactiquement, on a bien joué le coup. Dunkerque était peut-être pas au meilleur de sa forme, et on les a bien jugulés derrière, parce que finalement, même si ça a commencé à frapper un petit peu plus au but, notamment en fin de deuxième, ça reste beaucoup moins virulent que les occasions qu'on a pu avoir. Hein. On mérite largement et amplement notre victoire. Et si vous avez vu la fin de match, la réaction du banc lorientais au coup de sifflet final, tu as l'impression d'être passé en demi-finale de Coupe de France. Il y a vraiment Ligue des Champions. Un cri de joie, une délivrance. On sent que c'était costaud. Et les propos de Pantaloni dans la réaction de Pantaloni, alors autant il avait été violent après les défaites à Cannes, les défaites à Laval, les défaites qui ont précédé ce match-là. J'ai oublié les autres défaites. Raph, il a utilisé un vocabulaire très guerrier là, après cette victoire. Tout à fait. Concrètement, il nous a fait une petite sortie, où il est déjà félicité ses joueurs. On a vraiment l'impression qu'il était parti avec ses soldats, puis je le cite, sur le champ de bataille. Donc il était fier, l'équipe a montré de l'orgueil, de la volonté, on n'avait pas peur d'avancer, avec de l'agressivité, de l'intensité et de la détermination. Donc voilà, tout ça, dans le discours de Pantaloni, on l'a retrouvé. Donc clairement, tu l'as senti content, et je pense que ça, même pour lui-même en tant que coach, je pense que c'était la petite victoire qu'il lui fallait pour pas basculer de l'autre côté. Parce que autant on peut pointer du doigt les joueurs, autant là nous déjà même on commençait à dire. Voilà. Autant là tu gagnes. Vous êtes dur, vous êtes dur. Moi je trouve que le match à Cannes, c'était une petite pantalonnade, si tu veux mon avis. Tout à fait. On reste sur. On est quand même premier. On reste sur deux défaites. Non mais les gars, faut redescendre sur terre. On reste sur 2 défaites. Fin décembre, on gagne face au Paris FC. Et là, il n'y avait pas du tout de débat. On était sur une fin de mois. On était très heureux. C'est une fin de mois. On peut pas tout remettre en question après 2 matchs. On peut pas remettre tout en question après 2 matchs début janvier. Tu sais comment on est. On aime chercher la petite bête. Pantaloni, le texier. Ah non. Sur Blue Sky, puisqu'on est sur Blue Sky, venez nous suivre. On va essayer de développer tout ça là-bas, nous aussi. On nous demandait si Makengo, justement, pourrait être une bonne surprise de la phase retour. S'il part dans 2 semaines, vas-y, hein, chef. Je veux dire. Non, mais. Il a fait un bon match dans 2 ans. C'est bon, on va pas non plus s'enflammer, quoi. C'est bien, génial, content pour lui. Ma théorie, il a arrêté les coupes de cheveux à la con. Il a laissé les cheveux comme ils sont naturels. Bim, il sort une masterclass. Elle est là. C'est peut-être. Non, mais le vrai sujet après cette masterclass de Vincent Chaudel, c'est: vaut-il mieux laisser partir Makengo pour 4 millions maintenant, ou se taper son salaire pendant 2 ans? Je pense que la réponse. Tu l'as tout. On le sait. Voilà. On la connaît. Bon, voilà, on a fait un petit tour de l'actualité. Mercato, il se passe rien. Julien Ponceau a refusé la Lazio. Voilà. Enzo Lefebvre a signé à Sunderland. Je suis allé discuter avec nos amis de Sunderland, le podcast Wise Man Say. Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, n'hésitez pas à aller écouter ça. Ils m'ont demandé si. Ils m'ont demandé. C'est normal que Régis il fasse des remplacements à la 80e. ouais, c'est ça. Normal. C'est normal. Bon, Lucas, Raph, merci beaucoup. Ouais, rendez-vous Lorient-Clermont, 20h, samedi. Un petit moment d'auto plaisir. Il y a quelqu'un sur Twitter, Le Feignon, qui nous a dit j'ai pas de questions pour vous, juste merci. Ça fait plaisir. Et oui, voilà. On le remercie. Très bien. Merci à lui. Donc, la suite du programme, écoutez, le prochain match, j'ai pas préparé ça, je ne sais même pas contre qui on joue ce week-end. Clairement. Donc je meuble. Samedi 20h. Au Moustoir ? Au Moustoir. Eh oui, voilà, samedi 20h au Moustoir. Contre Clermont, probablement le même 11 que contre Dunkerque, peut-être à Bergel s'il revient. D'ailleurs, on va peut-être pas boucler l'épisode tout de suite en fait. Donc, le même 11. Et votre petit prono, est-ce que vous pensez qu'on va reprendre, est-ce qu'on va maintenir l'invisibilité ? Pas du tout. Invincibilité au Moustoir. Et si oui, ou si au contraire, on va repartir en cacahuète.
Qu'est-ce que ça va donner pour vous? Non, Clermont en victime expiatoire, 2-0. Voilà. Oui. Lucas? On a souvent du mal face à Clermont dans mes souvenirs, mais non, je veux une victoire. Pareil, 2-0 pour confirmer ce gros match face à Dunkerque. Je vous sens optimiste. Clermont reste sur une belle série de victoires, de bons résultats. Alors, ils ont battu Laval à domicile. Ils ont fait 1-1 contre Laval à domicile, pardon. Après, ils ont battu Bartigues et Caen à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément une grande référence. Et a fait un match nul contre Rodez à domicile. Ouais, je vois pas un match tranquille. Victoire des Merlus. C'est jamais facile face à Clermont, mais tout ça. 1-0, 2-0, et puis par contre, je vois pas un scénario très tranquille. Et en termes de 11, oui, on va retrouver le même de Dunkerque, peut-être avec Abergel à la place de Makengo. Ou est-ce que tu sors Makengo après ce match-là? Non, tu peux mettre Makengo avant Mebong-Abergel. Et du coup, tu sors? Tu mets Ponceau sur le teco ou tu... Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on verra ça. Donc ça, c'est samedi 20h. Et puis, petit à petit, Raph, on se rapproche, et Lucas, au passage, on se rapproche du 3 février. Tout à fait. On a le Red Star juste avant. Et puis après, le 3 février, Ferry Time, number, I don't know. Parce qu'il y a 10, trop de Ferry Time. 10, normalement voilà. 10, ouais. 10e édition du Ferry Time. Donc évidemment, on a appelé la direction du club pour qu'il y ait 3 ventes et 4 achats du coup, entre 21h et 23h, évidemment. C'est ça. C'est la je ne sais pas si c'est à minuit ou 23h 23h la clôture. Je sais plus. Donc on vérifie ça. De toute façon, on vous communiquera ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, franchement, après l'interview qu'on vient de faire avec Vincent Chaudel, on a compris, il ne va pas se passer grand-chose sur ce mercato. Si, les ventes. On va essayer de vendre. Mais les ventes, ils sont trop chers, nos joueurs. Donc, comment ça, ils sont trop chers? Tu peux les brader. Les salaires sont trop élevés. À l'étranger, ils veulent brader. Oui, tu vas brader des joueurs dans ce cas-là. Bon, vous voyez qui partir là d'ici 3? On avait pronostiqué Mohamed Bamba, mais finalement, il est pété. On a décidé autrement. Ouais. Du coup, c'est assez compliqué. Peut-être Soumano, mais. Moi, je suis l'agent de Makengo. Je fais une compile de son match il part direct. De samedi là. Je fais juste un petit cut au moment où il frappe. Sauf si après, tu prends une IA pour mettre la balle au fond. C'est ça, et puis en avant quoi. Mais bon, on verra ce qui se passe. Donc voilà, ça sera le 3 février en direct sur Twitch. Ça fait très longtemps, ça fait 1 an qu'on vous a pas vu sur Twitch. On a vraiment hâte de refaire ça. C'est un format qu'on kiffe. D'ici là, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des 5 étoiles et des machins. Ça aide pour le référencement, pour nous faire connaître par la diaspora bretonne. Et surtout... Non mais c'est vrai. En plus, quand il parlait de ça, je suis c'est vrai, il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout. Alors je sais pas si c'est des VPN ou quoi, mais il y a genre une liste, il y a genre 30 pays où on nous écoute. C'est quand même Lucas qui m'a forcé de parler des Merlus de Paris, alors que tu vois, c'est bien. Non, attends, merci Lucas. Pourquoi tu rebondissais pas C'est clair, c'est une bonne initiative. Tu rebondissais pas, on aurait dit Greg Oden. On aurait dit Greg Oden. Tu rebondis pas. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Laissez des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions, des remarques sur ce que nous a dit Vincent Chaudel. C'est une vision du sport très libéraliste, mais en même temps aussi très réaliste sur certains points. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire intervenir, parce que voilà, ça remet les idées en place, à éviter de se faire des films et à dire ouais, non, mais si on peut signer un mec à 80 millions vu qu'on a vendu les autres, non, ça marche pas comme ça. Pose la manette. Voilà, c'est ça. Merci Lucas, merci Raph, à très bientôt dans la taverne. Ciao. Ciao.